Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tout le monde a toujours raison avec mes acolytes Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. Et comme invité spécial aujourd'hui, on a M. Pascal Labelle, designer, homme d'affaires, homme intrépide et vedette internationale. Non. Ben non. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation, mon chum. Je suis vraiment content de te voir. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être avec vous autres, les boys. C'est cool. Fait que, juste pour nous donner une petite introduction, là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Tu es un designer, tu as ta boutique, tu es aussi en boutique, si je ne m'abuse. Non, tu n'es plus en boutique? Non. Mais tu l'as été pendant un certain temps. Ouais, on est sur le web et on a pignon sur rue à Montréal. Ouais. OK. Puis beaucoup sur commande. Ouais, puis sur mesure aussi. OK. C'est ça raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, d'où tu viens, etc. Ouais, dans le fond, je suis gradué du Collège La Salle. Puis c'est ça. J'ai commencé dans l'industrie du manteau parce que je tenais mordicus à comme vivre du fait que je gagne ma vie en mode, mais je tombe pas dans un modèle de comme produit en Chine avec des techpads, des affaires dans main. Je voulais vraiment comme prendre le temps de créer, produire, finir, livrer. Tu sais, comme le long cheminement, mais de tout le temps être en mode créatif. Tu sais, fait que ça, je me suis dit, ouais, si je peux m'en faire genre des t-shirts, des jeans, des affaires dans même, je dis, au prix que ça se vend, comment je vais rentabiliser ça? Comment je vais finir par en vivre si j'ai des petites quantités? Fait que je trouve que le manteau, ça finit que c'est le masterpiece d'un garde-robe, tu sais, surtout dans les pays nordiques où est-ce que moi, je trouvais que c'était le morceau sur lequel ça vaut la peine de mettre un investissement parce que tu le portes tout l'hiver. Fait que j'ai commencé à me spécialiser là-dedans, puis je le regrette pas du tout aujourd'hui. Parce que, Directement en sortant du collège, tu savais déjà où est-ce que tu t'en allais, ou à peu près? Ou... Ouais, en sortant du collège, j'ai tout parti mon entreprise. Puis oui, c'est sûr, pour aller chercher des connaissances à Maton aussi. En sous-traitance, je pouvais faire du patron pour des compagnies de fourrure. Fait que là, j'ai appris des techniques de fourrure. Okay. Des compagnies de cuir, mais j'ai appris des matières du cuir. Fait que là, je commençais à me spécialiser de plus en plus en savoir-faire. Puis tu as appris avec les mains dessus. Ouais, puis c'est un peu la force de l'entreprise, c'est que je suis pas un gars qui fait rien que des manteaux de laine, rien que des manteaux de cuir. Moi, j'ai quand mettons, je suis une cuisine, je suis le pâtissier, le boulanger, tu sais, on a plein de métiers à l'interne qui sont perdus en savoir-faire. Puis nous, on est une petite entreprise, mais on les a tous à l'interne. Fait qu'il y en a qui sont spécialisés pour coudre du cuir, il y en a qui sont spécialisés pour coudre de la fourrure, bloquer, whatever, tailler. Fait que c'est comme, c'est ce qui fait qu'on est cool, qu'on fait des manteaux différents. Là. Oui, mais il y a tout aussi l'aspect, le fait que tu oses. Il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui n'osent pas. Ils se fient sur ce que quelqu'un d'autre fait, essaient de l'améliorer un peu puis le remettre sur le marché. Ouais. Toi, j'ai vu tes créations. Je sais que tu oses beaucoup dans tes créations. Ouais, mais tu sais, ce qui nous démarque aussi, c'est que je fais pas des collections. En tant que tu fais une collection, après dicter une mode, mettons, une tendance. Je me suis pas embarqué là-dedans. Moi, je me suis spécialisé dans le sur-mesure, ce qui faisait que j'étais à l'écoute du client. Fait que moi, mon concept, c'est de le guider, de se faire de quoi de malade, mais d'écouter son besoin. Fait que ça, en partant aussi, c'est complètement différent. C'est pas comme si t'es Alexander McQueen, puis tu dis l'année prochaine, ça c'est mes teintes, ça c'est mes fits, puis tu essaies de rentrer dans une vague, dans une tendance ou de la dicter. Moi, je m'adapte au client. Fait que mes pièces, ils reflètent l'énergie du client, mais avec ma touche à moi. Tu sais. Fait que, on a reçu Charlie Paille dans l'épisode précédent, puis ma fille était là, puis elle a posé une question qui était super le fun, puis je vais te poser la même question qu'elle a posée à Charlie, c'est ton processus créatif, est-ce que il se fait comment? Il se fait-tu avec le vêtement, avec le tissu, il se fait-tu avant? C'est quoi ton processus créatif? beaucoup en lien avec ma conversation avec le client. Fait que, mettons, tu sais, encore là, je partirais puis je créerais une collection avec une quantité de styles qui doivent se tenir. La stratégie de la créer serait différente. Mais là, du fait que je fais souvent du un par un, je vais rencontrer, exemple, un joueur de la NBA. Bon, quand est-ce que tu veux le mettre, le manteau? C'est-tu pour un tapis rouge? C'est-tu dans ton everyday, dans ton quotidien? C'est dans ton char, dans ta Lambo? Là, tu sais, il faut que je sache, genre, OK, on part de où? C'est quoi le budget? C'est quoi le style? Tu veux de quoi de chic, long, ou tu veux un bomber style pour aller à LA avec? Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut que j'écoute. À partir de là, ben, je le guide puis je m'enligne vers ça. Puis là, oui, là, la matière va parler. Surtout aussi, m'adapter à sa silhouette. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des silhouettes, comme exemple, encore là, un joueur professionnel, un grand élancé avec des longs bras. Je sais très bien où pas l'envoyer puis où le guider. Là, fait que c'est important pour ça aussi.
C'est flatteur, là, comme pour la silhouette c'est ça, du géant que devant toi. Là, tu sais. Puis c'est une de mes forces. À chaque fois que ces gars-là, ils mettent leur manteau, ils font tout. Tabarnak, j'ai jamais eu de quoi qui m'a fait de bien de même, mais moi, je sais d'où je pars. Ah oui, mais ils sont hors normes. Je veux dire, tu peux pas habiller ces gars-là. Ça prend du sur-mesure. Autrement, il y a toujours de quoi qui ne fait pas. Là, puis sans être un sportif, une silhouette dans notre milieu quotidien, exemple, quelqu'un qui est grand, qui est bédonnant, qui n'a pas nécessairement des longs bras, des choses comme ça, mais cet humain-là, ça fait depuis qu'il est tout le temps que les manches sont trop longues. C'est la première fois de sa vie qu'il se met un manteau qui fit bien, qui l'avantage au niveau du corps, mais que la manche est à la bonne place. Genre, c'est con, mais c'est comme... Parce que ça, c'est une autre histoire. Mettons que tu crées pour un marché de masse, il faut que tu détermines ta longueur moyenne de manche, ton fit. Mais tu sais, ça peut pas faire à monsieur, madame, tout le monde parfait comme tu l'as fait sur ton mannequin. Tandis que moi, cette problématique-là, c'est l'inverse, c'est ma force. Quand je mets sur le dos, ça fit comme un gars. Je suis curieux parce que tu sais, vu que tu fais du sur-mesure, c'est sûr que le client t'écoute. Comment ça fonctionne dans le processus créatif? Est-ce que tu fais un dessin que tu montres au client ou il te parle une fois, puis tu prends les mesures, puis après ça, c'est comme on se revoit dans une couple de semaines, mois? Ouais, c'est une bonne question. Mettons, les premières fois, quand il vient, la première fois, on va se parler, on a une conversation de même. Je vais montrer des images, des samples que j'ai, ça dépend où on est, tu sais. Des mood boards, mettons, je me déplace pour un artiste, ça, je vais être prêt avec du visuel, mettons, sur mes tablettes, des choses de même. S'il vient en boutique, j'ai plein d'échantillons, des matières, des fits. Des fois, je peux lui montrer un manteau qui est fait en queue, mais je vais y faire un alligator à lui, puis j'ai la peau à côté. Puis, ça, c'est la première rencontre. On jase de même, sans fixer les zips exactement en tout le final. Fait que je mélange pas trop mon client, puis il est pas trop stressé. Il fait juste comme, ça va être malade. Puis je prends ses mesures. À la deuxième rencontre, quand il vient, j'ai fait le manteau, mais en coton. Fait qu'il essaye exactement son manteau, mais il est fait dans une toile en coton. Fait que là, on va déterminer la longueur est-tu bonne, je suis bien dedans. Puis là, c'est là que j'ai ses matières. C'est là que je finalise. OK, la doublure, là, ça va être un exemple, des têtes de mort avec whatever, tu comprends, ou des flammes. Puis là, le cuir, c'est comme ça, l'élastique de même, les stitches comme ça. Fait que là, il est rassuré. Puis à la troisième rencontre, il vient le chercher final. Fait que c'est le hype, rassuré, puis il a raison. Parce que, tu sais, moi, je pourrais tout garocher ça d'un coup, mais le gars qui a de la misère à le visualiser parce qu'il est pas dans le manteau, exemple, il va dire, ouais, t'es sûr que ça va être beau? Ouais, tu sais, tu t'en vas, c'est normal, tu sais. Ah oui. Mais moi, j'ai une facilité à le visualiser, fait que j'ai compris que c'est parce que moi, je suis sur ma shot que lui, il s'en va, qu'il se sent bien aussi, tu sais, puis c'est des pièces qui valent quand même assez cher, fait que je m'adapte, tu sais, ça fait 15 ans que j'en fais, puis des relations comme ça aussi, fait que je me suis adapté, mettons, à des gens qui me font confiance, mais qui veulent être sûrs que ça fasse bien, que le prix qu'ils investissent. Fait que aujourd'hui, je pense qu'on gère bien ça. C'est ça, plus tu cherches cher, plus tu as besoin de garder le client en confiance, puis à un moment donné, tu sais, c'est... Ouais, puis je te dirais, moi, ma forté, là, c'est que je sers très bien mon client, puis je m'arrange qu'il soit vraiment satisfait, quitte à refaire le manteau puis en perdre de l'argent. Parce que c'est ça qui a fait ma renom, que les gens reviennent. Tu sais, fait que souvent, quand j'ai un client, là, il revient. Puis il amène éventuellement sa femme ou sa blonde, puis il réfère son chum. Puis, tu sais, moi, ça a été. Parlons-en de ça, parce que c'est aussi ça, tu sais. Quand t'as pas pignon sur rue, puis que t'es pas dans les boutiques des autres, puis quand tu fais du sur-mesure, faut que tu fasses ta marque, puis elle est vraiment importante, puis le bouche à oreille, c'est probablement ta plus grosse marque, ta plus grosse façon de commercialiser. Puis, comment comme avec les années, comment t'as réussi à former cette marque-là? Ouais. À devenir une sommité dans ton domaine? Sans, mettons, justement, que t'es pas backé financièrement par des anges financiers dès le départ, OK, puis tu pars avec quelqu'un qui passe un self-made, ce qui était ma situation, la réputation, bien servir son client, c'est la base, ça. Quand je veux dire ça, tu sers jamais un client en disant c'est un one-shot deal. C'est un client, tu disant il va revenir à vie, tu sais. Fait que moi, je me suis construit quelque chose de bien de même. Ensuite, si je me limitais juste à ça, j'arrivais pas à mes ambitions puis à ce que je veux dans la vie. Parce que moi, je vois grand puis je veux grand. Fait que je me suis mis à faire des runways dans le monde. Je me suis mis... Là, ça, j'ai dit, moi, je veux habiller des stars, tu sais. Fait que là, je me suis mis à habiller Post Malone, du monde dans le même, des gars de la NBA. Là, des Vicky Souben, des gens de même. Mais comment t'allais chercher ces gens-là? Par exemple, ici, de Montréal, là, c'est une belle plaque tournante pour des festivals, hein, Oshéaga, tata. Fait que ça a commencé avec Major Lazer, qui c'est Diplo, Washi. Il avait sorti une tune à l'époque, Lean On, c'est comme, genre, il y a des milliards de views là-dessus. Puis eux, mettons, c'est des DJ qui écrivaient pour Rihanna, Travis Scott, Fait que tu sais, comme, une fois que tu passes dans cette industrie-là, tu te fais référer, tu connais des groupes, tu connais des gérants.
quand ils viennent à Montréal, tu te fais référer, tu te mêles à ça. Puis, fait que là, quand je me suis mis à habiller ces noms-là, je faisais du sur-mesure. J'ai dit, ouais, ça c'est un peu un bémol parce que le gars, il s'en retourne à LA. Lui, là, tous les gens à LA qui vont le connaître, qui voient ses affaires, comment. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire du web. Tu sais, quand je me suis mis à faire des styles préfaits en small médium large, un peu comme une marque. Mais, fait que là, ça, c'est la façon de desservir un marché comme Toronto, New York, Chicago, Atlanta. Puis, tu sais, tout dépendant le rapper, il est où. Puis après ça, les images ou les contenus visuels qu'on a avec eux, on va cibler notre marketing par rapport à des régions ou des mots-clés là, qu'on sait que c'est la clientèle cible qu'on attaque. T'sais. Mais fait que là, j'ai commencé à atteindre une autre type de niche puis d'autres volumes, plus de rendement financier. Là, fait que ça m'a évité de rester québécois, artiste, puis de tomber à une marque rentable, internationale, mais sans venir chez Simon. Ouais. Parce que ça, c'est une autre game. Ça veut dire tu produis d'avance, tu finances, tu vas être payé 90 jours après. Ça, c'est d'autres genres de marchés financiers que j'ai pas envie de faire. Moi, si je prends Post Malone, puis il me vend au Texas 100 exemplaires, mais moi, les 100 sont même pas produits encore. Fait qu'au fur et à mesure qu'ils rentrent, on les couvre, tac, 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 tac. Fait que j'ai aucun risque financier. Tout ce que je vends, je fais du cash. Mais c'est ça. Moi, j'appelle ça la méthode FUBU, qui est de dire que tu prends quelqu'un que, ils ont quand même pas mal parti ce principe de marketing-là, FUBU, dans le temps, des années 80-90, où est-ce qu'il habillait un rapper connu qui portait du FUBU, puis après ça, ben, le monde qui suivait en arrière disait « Ah oui, moi, je veux du FUBU ». Mais eux, ils sont allés retail, par contre, c'est la grosse différence, mais c'est un peu ça, la technique, j'imagine, c'est d'avoir un Post Malone qui a un de tes manteaux puis qui en parle, puis j'imagine que ça t'amène une certaine légitimité. Oui, tu sais, exemple, on en a parlé tantôt rapide, quand l'ère des réseaux sociaux a décollé, il y a eu aussi les modes des influencers et ainsi de suite. Quand ça a starté, il y a des filles qui ont bien fait là-dedans. Tu sais, une fille, exemple, qui est modèle, qui va chercher un gros reach de visibilité, qui a des millions de followers à Pawning de maillot de bain, elle fait du cash. Aujourd'hui, ce modèle d'affaires-là, il est en chute libre parce que tout le monde essaie de le répéter. Moi, j'ai réalisé que moi, un mentor à 2, 3, 4, 5 000, c'est pas une fille qui est influencer sexy qui va me vendre ça. On l'a essayé, on a fait des tests avec des influencers. Moi, par contre, un athlète sportif, un gars qui a un renom, un gars qui est professionnel dans quelque chose, lui, son fan, il le suit. Lui, il l'aime, puis il le vénère, puis il veut être comme lui ou il l'écoute. C'est pas genre... cette fille-là, je la suis pour X raisons. Tu comprends? Je veux dire, tu suis Michael Jordan, tu suis Jordan, t'aimes Jordan, tu veux des Jordan. Tu comprends? Je veux dire, fait que P.K. Subban, c'est la même affaire. Post Malone, c'est la même affaire. Mais si je prends, sans nommer de nom, des grosses influencers de 2 millions, je peux vendre 2, 3, 4 manteaux, ça va se limiter à ça. Oui, parce que ta démographie n'a pas obligatoirement les moyens de se payer quelque chose. Tu sais, moi, tu le sais, je suis collectionneur de montres, puis c'est la même chose. Tu sais, il y a des montres qui sont pas achetables dans la vie, puis t'as beau en parler. Comme moi, j'ai ma chaîne, je parle de montres, mais tu sais, je sais très bien que 80% de mon monde, moi, j'en vends pas, parce que c'est pas important pour moi. Mais si je serais un vendeur de montres, ben, je sais déjà qu'il y a peut-être 3% des gens qui visionnent mes vidéos qui auraient les moyens de payer certaines de ces montres-là. Tu sais. C'est intéressant que tu dises ça aussi. Tu sais, plus que tu connais ton marché, plus tu vas être rentable, plus tu vas bien cibler ton marketing, plus que tu vas cibler des bonnes personnes. Si je cible une clientèle qui ont 15-16 ans, oui, je vais peut-être avoir bien du follower, je ne ferai pas plus de ventes. Fait que ça aussi, c'est des affaires. Exemple, passer à TVA Sport avec GC, durant l'entraque du Canadien de Montréal. Je me réveille le lendemain, j'ai comme 50 quelques mille dollars de vente sur le site. Pourquoi? Mais c'est tout, mettons, un avocat, un site du monde de Montréal, écouter le Canadien de Montréal. Je veux dire, là, j'avais bien ciblé un marché homme, un marché intéressé de genre, un mentor à 1800$. Je suis quand même m'offrir ça. Ça, c'est cool ce qu'il fait. Mais tu sais. 2 billets pour voir le Canadien, c'est pas si... Genre, puis ils perdent en plus. Moi, lui, il va être encore beau dans 25 ans. Dans 2-3 ans, il va être encore bon. Mais tu sais. Les billets de saison, je veux dire, t'achètes une coupe de manteau avec les billets de saison. Absolument rien de tout ça. C'est plus la joke plutôt que la hallucinant. C'est 250 000 une loge de base, là, pour la plus. C'est comme 2 bancs bien placés. Là. Il va bien habillé. C'est débile. Faut être collectionneur de monde pour connaître ça, ces chiffres-là. Hein. Je magasine pas ces loges-là. Je les magasine pas non plus. Mais je pense qu'en affaires, c'est ça aussi. T'apprends, essai, erreur. Puis en marketing aujourd'hui, je pense que le succès, c'est plus t'as de l'argent, c'est le fun. Mais même si t'as bien de l'argent, si tu sais mal,
si tu vas à la pêche, tu tires par toi comme une toillette dans le lac, tu pogneras pas plus. Quand je veux dire, t'es mieux de bien cibler ta place, il est où ton client, puis de miser juste là. Fait que Vas-y, Ouais, mais je suis curieux, Jean-Pierre. moi, par rapport au début, parce que, tu sais, c'est vrai dans tous les domaines artistiques, dans le sens que le nom vient créer la valeur, ultimement. Mais toi, par contre, dans un domaine comme ça, ce qui serait le manteau, c'est des matières de luxe aussi. Fait que déjà, ton coût il est très élevé quand tu produis un manteau. Fait que comment tu détermines un prix en début de carrière dans un domaine comme le manteau quand ton nom vient pas nécessairement justifier la dépense? Bonne question à tabarnouche, ça. Tu sais, comme tout le monde qui est prêt à tout au début, man, tu peux pas tout de suite te mettre dans la tête que tu vas faire la même marge qu'une compagnie wholesale qui est établie avec une réputation, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si je travaille X nombre d'heures, on parle vraiment au début, là, OK? Oui, c'est ça. Je travaille X nombre d'heures, je suis satisfait avec quoi? Tu sais, je me nourris-tu, je paye-tu mon appart? Tu sais, comment je veux dire? Puis tu commences un peu avec une logique de chiffre de même. Tu peux pas faire x10 avec ton manteau si c'est certain. si tu starts, là, comme s'il va être 20 000, tu sais, on va dire, t'en vendras pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu t'adaptes là-dessus. Puis il y a des grosses marques qui, à un moment donné, sont de renom. Fait que là, ils sont capables de pogner un produit à 10$, la vendre 120$, puis tout le monde se garage dessus parce que c'est un produit pas cher pour cette marque-là, mais tu as le nom sur le bord de la lunette. Tu catches ce que je veux dire? Fait qu'eux, ils ont réussi à découvrir des petits produits clés qui sont moins chers que qu'est-ce que ça coûte le vrai nom, exemple. Puis ils font de l'argent bien gros avec les petits porte-clés, la lunette, puis tout, mais dans le fond, ils font du suivi à 4000. Tu me suis ce que je veux dire? Fait que ça, c'est des techniques stratégiques qu'une fois que ton nom est fait, là, de pouvoir faire de la rentabilité facile. Là. J'ai vu un beau reportage là-dessus. Je n'aimerais pas de nom, là, mais il y a une compagnie réputée de vêtements haut de gamme qui sont dans les outlets. Puis tout ce qui est dans les outlets sont produits ailleurs que ce qui est produit dans les vraies boutiques. Avec les outlets, on pense qu'on achète des choses qui sont moins chères. Des fins de ligne, des fois, qui étaient destinées à la vraie boutique, mais ils ont carrément produit une ligne. Les créateurs de ça, hein, je sais pas si vous savez, c'est Gucci. Fait que Gucci, ça a été les premiers à être les propriétaires des faux Gucci. Fait que dans le temps, tous les sacs Gucci que les filles achetaient, les faux sacs Gucci que les filles achetaient, c'est Gucci qui avait décidé que contrôlerait le marché. C'est brillant. De la contrefaçon. Tu crées une demande. Ce que je veux dire, c'est que tu crées une demande pour le vrai produit en même temps. Tu sais. Je veux dire, ça crée comme l'engouement autour de ça. Puis, D'ailleurs, la télésérie est folle. Là. On n'a pas vu ça. Allez voir la télésérie. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est Netflix, ça? C'est des histoires de vie que, comme là, cette semaine, je suis allé voir Air. Jordan, là. Ah oui, c'est bon parce que c'est mitigé comme. Ben, ça dépend. Moi, je suis un passionné de la mode. Là, quand on parle de mettre une star qui va représenter ton produit, ça a été une des premières expériences mondiales là, qui a été faite avec Jordan, qui avait jamais joué une game dans NBA à 18 ans. La ligne a tout. Eux, à l'époque, il y avait Adidas, il y avait Converse, puis eux, t'as rien. Là, ils étaient dans un sous-sol, genre. Puis on dit, lui, ça va venir, puis ils ont tout mis ça. Ils ont romantisé ça un peu. Là, il y a un petit peu de moi, c'est mes années. Là, j'étais jeune dans ce temps-là, quand les Jordan Air sont sortis, le monde dit que Nike était pas. Dans ce film-là, disons qu'ils ont romancé ça un petit peu. Parce que Nike était quand même assez bien établi quand les Jordan Air sont sortis. Mais peut-être pas autant qu'Adidas. Non, ça c'est sûr que non. Mais tu sais, ils en ont. Ouais, ils ont mis vraiment. T'as pas une start-up dans un garage. Non. On portait tous des Nike avant que Jordan Air sorte. Là. Ça, c'est... Ouais. Tu t'es-tu déjà retrouvé à faire un manteau comme ça dirait au moins une fois, mais je veux dire, quasiment à perte en fait, parce que t'es en décalage puis tu te dis, hey, je veux le faire ça, je veux le faire de cette façon-là, puis je pense qu'il va y avoir certaines exposure, mais tu sais, clairement, je pourrais pas le vendre à ce prix-là, tu sais. À quel point il a fallu que tu prennes des hits au début plus que juste couper dans ta marge? Non, ça, ben oui puis non. Ce que je veux dire, c'est comme si je décide, exemple, que j'ai une entente avec quelqu'un que au lieu de payer 40 000 pour de la visibilité avec un tel artiste, puis je décide de faire un genre de système de troc ou de commanditaire où est-ce que j'habille quelqu'un, mais qu'en échange, genre lui, il m'ordonne une affaire qui a une valeur aussi, ça, c'est différent. Ouais, ça, c'est monnayable. Ça a quand même une vraie valeur. Ça, c'est de la bise. C'est comme, tu sais, c'est comment. Fait que c'est pas donner nécessairement à quelqu'un en espérant. C'est des affaires, nous autres, qui c'est avec des contrats très bien dits. Là, ça, c'est en ce moment. Ça, c'est en ce moment, mais normalement, quand tu te pars en affaires, des fois, tu n'évalues pas de temps tes ratios de bénéfices. Là, tu t'en parles une couple de fois. Quelqu'un qui a la chance, man, tu perds quoi de mettre
exemple, une semaine de ton temps, 500$ de ton cash pour tenter une expérience qui peut te donner une exposure à, exemple, tout le monde en parle, mais quoi, go, fallait, je vais le dire à tout le monde, fallait, donne-le. Ultimement, quand on parle beaucoup du processus, puis tu sais, facilement, si on dit, oui, j'ai commencé, puis j'ai fait des manteaux pour là, puis je suis allé ça, tu sais, je trouve que on dirait que ça a été quasiment facile avant qu'on en parle, mais je suis sûr que ça n'a vraiment pas été ça. Dans un œil artistique, c'est jamais facile. Non, c'est sûr, c'est intéressant. Une question intéressante. C'est quoi les défis que tu as? C'est quoi on frappe tous des murs, les entrepreneurs, à un moment donné, c'est quoi les murs les plus importants que tu as frappés? Mais l'affaire la plus drôle là-dedans, c'est qu'à chaque fois que tu en fais un, surtout les premiers, là, ça décolle. Le lendemain, man, t'es pas mal dans les mêmes shorts, dans les mêmes souliers, dans le même lit. Tu dis que ça. C'était plus hot la semaine passée avant que je l'ai. Quand je dis ça, on dirait que ça, ce pattern-là, c'est tout le temps, là, this is the next, ça c'est le real. Fait que et à la fin, c'est quoi? C'est tout l'ensemble du tout qui fait que c'est ça. Tu sais quand je veux dire? Puis moi, je vais souvent, mettons, à Marivic ou donner des conférences aux jeunes qui sont en mode, OK, c'est quoi ton discours? Comment t'as fait ça? Non, OK. Mettons-nous en contexte. Je suis sorti en 2004 du Collège de la Salle. Fait que ce que j'ai fait en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, aujourd'hui, je te dis pas de refaire ça. C'est d'autres systèmes, c'est d'autres façons de faire. Absolument. Puis tu as des avantages aujourd'hui que j'avais pas. Puis il y en a d'autres que j'avais que vous avez pu. Tu comprends-tu? Fait que c'est comme, moi, j'avais pas de réseaux sociaux. Fait qu'en partant, je te dirais, toi, utilise ça. Moi, à l'époque, si tu rentrais pas chez un wholesale qui t'achetait d'un coup, tu tiraillais à faire des places comme le Salon des métiers d'art, des affaires qui sont super bons là, pour un artiste. J'enlève rien à ça. Ça m'a aidé, moi, à me faire des beaux chiffres les premières années. Puis c'est peut-être encore quelque chose qui peut être réalisable si tu fais du sur-mesure à Montréal. Je vais juste dire que la réalité, elle évolue vite. L'ère de la communication, du marketing, du branding, énormément. Fait qu'il y a plein de facteurs à considérer, man. Des fois, tu utilises les outils alentour de toi, tes relations, tes réseaux. Puis tu mets de l'amour, du temps, tu crois en toi. Puis, tu sais. Puis management-wise, parce que souvent les artistes, c'est un no bémol, on n'est pas toujours bon avec les chiffres. Ouais. Toi, as-tu vécu ça ou t'étais pas mal seté dès le départ? Je suis fucké, man. J'étais artiste, mais je suis cartésien aussi. Okay. Puis des fois, quand tu l'es trop, tu perds tes inspirations, tu te sens un peu moins artiste. Fait qu'à un moment donné, c'est l'équilibre. Tes livres étaient bien. Quand je suis sorti de Collège de la Salle, moi, j'étais prendre un cours aux jeunes entrepreneurs, dans le fond. OK. Comprendre justement c'est quoi des taxes, comment finir mes livres, comment calculer des rentabilités, des affaires. Ça va aider. Fait que ça m'a aidé à calculer mon temps, me faire des feuilles, me faire des notes. Après ça, j'étais déstructuré. Mon côté artiste y arrivait. Fait que là, je me suis mis à parler avec des mentors qui m'ont dit « Regarde, t'aimes pas la comptabilité, je comprends. Mais au moins 10% de ton temps par semaine, tu dois au moins faire tes factures à jour et tout. Parce que là, quand tu les as toutes à la fin du mois à faire, tu l'échappes. Tu comprends? Là, ça prend 2 fois plus de temps à faire. Fait que tu perds du temps, tu t'es désorganisé. Fait que là, je me suis mis à être structuré. Puis j'ai mis une équipe en place, des employés. Fait que là, ça a commencé de plus en plus avec un délèguement de tâches. Stupidité, exemple, prendre le temps de ramasser son atelier quand tu fais ta journée. C'est con, mais c'est pas l'affaire que moi, artistiquement, je portais à faire naturellement. Mais une fois que je me l'ai intégré en discipline, man, j'arrive le lendemain, ma journée à start bien plus vite. Je suis pas dans mes vieilles affaires d'hier. Tout croche, je cherche mon tape, les ciseaux sont où. Structurer l'atelier, les outils, les ci, les ça. Mais ça aussi, c'est pour exemple, même affaire pour tes posts Instagram. Tu te crées une régularité, plus t'es régulier. Si tu te crées une régularité, t'as des. Mettons, OK, on fait un photoshoot. OK, le photoshoot, il faut y penser à qui? Les modèles, on les a approchés quand? Fait que tu te fais des calendriers de to-do list, tu sais. Fait que t'arrives pas à la fin, c'est en 24 heures, je fais un photoshoot. Fait que plus tu deviens une entreprise, plus tu structures tes saisons de même, puis tes besoins, puis tes objectifs. Ouais, il faut que je le starte 3 semaines d'avance si je veux faire un photoshoot à telle date, tu sais. Oui, puis combien de photos tu as, puis où est-ce que tu vas t'en servir, quel type de photos que tu as besoin, verticale, horizontale, dépendant du média que tu as besoin. Comme exemple, nous autres, on sait que c'est quand notre saison de roche ici. Là, après ça, exemple, j'arrive au printemps, je fais le calendrier de l'été. C'est qui les artistes qui viennent quand? C'est important. C'est pas une semaine avant que je réalise que Drake qui arrive, que là, je vais commencer à faire des démarches l'approcher. Je l'aurai pas, tu comprends? C'est des affaires que plus qu'on est structuré, plus qu'on a des calendriers, plus qu'on est efficace, plus qu'on est bon, plus que ça va bien. Y a-tu des partenariats que tu as fait, que tu dis, bon, avoir su, j'aurais dû passer outre, ou malgré tout, tu as toujours tiré ton épingle de jeu? Tu sais, souvent en service ou en design, tu sais, on se fait souvent dire, ouais, mais
je vais te donner de l'exposure, tu sais, en échange de. Puis, tu sais, à un moment donné, à force de donner de l'exposure, ça paye toujours pas, ça paye pas toujours la facture d'hydro à la fin du mois pareil, là, tu sais. Fait que, y a-tu. C'est sûr. Puis, tu sais, aussi, être hyper franc, il y a bien des noms dont on parle que ces gens-là, ils payent leur manteau pour une raison, c'est que avoir une publicité de ces gens-là, c'est 100, 200 000. Il y a moyen de donner 100 000 ou 200 000 à Drake là, qui disent sur IG, hey, Pascal Labelle is a legend. Tu sais comment je veux dire? Fait que c'est comme, à un moment donné, je suis pas Chanel ou je suis pas Christian Dior qui sont capables d'acheter Zoe Kravitz pour une saison puis donner un demi-million. Fait que tu sais, comme, il faut que je sois réaliste de c'est quoi ma situation. Fait que, aussi, l'autre chose, c'est que la différence aussi, c'est qu'une fois que tu as ces contenus-là, admettons que le deal, c'est que c'est pas lui qui a le spread. Il faut que tu saches comment spread ce contenu-là aussi. Quand tu invites à bord l'image, si tu n'es pas encore préparé à comment si tu la distribues mal et le monde ne la voit pas, ben c'est toi qui passes à côté de ton image qui vaut cher. Fait que c'est toutes des affaires que, oui, au début, mais je n'étais pas efficace. Plus que je fais plus j'en fais, plus qu'on est efficace. Dans le fond, je comprends que ton effort marketing maintenant, puis c'est beaucoup dans le bouche-à-oreille, ton effort marketing, c'est d'être capable de saisir l'opportunité, trouver une façon d'investir pour rencontrer les artistes, puis après ça, promouvoir le contenu que tu as créé avec eux, en fait. C'est vraiment là le gros de ton effort. C'est une partie de. Ça ressemble à quoi les autres? Aujourd'hui, c'en est une. Il y a plein de choses, tu sais. À la TVA Sport, je rencontre pas un artiste, mais je parle de mon contenu, je parle de ça. Fait que il y a une multitude de choses dans même. Tu crées de l'intérêt. Des fois, c'est de me présenter, investir de mon temps ou faire une donation à des bonnes fondations, cool, que ça me tient à cœur. Tu laisses véhiculer le message, une belle image de la marque, tu encourages une cause qui te tient à cœur. Ça peut être aussi winner que d'habiller, je vous en nomme non, quelqu'un que, tu sais, comment je veux dire, qu'au bout de la ligne, ça t'a pas fait de vente. Fait que, tu sais, encore là, tout ça est au bout de plus tu connais, il est où ton client. T'sais, moi, j'ai la difficulté de ne pas avoir un marché de masse nécessairement. Fait que plus ton marché il est serré et qu'il est riche, plus qu'il est dur à ça. Où un homme très riche sort la semaine, tu ne le sauras pas. Parce qu'il ne veut pas se faire chérir. Fait que là, c'est là que tu commences à faire des recherches plus approfondies de quand il sort, c'est quoi son agenda, c'est où qu'il va. Mais ça, c'est hot. C'est drôle parce que ça m'a amené à une question que je voulais te poser, moi aussi. C'est parce que tu as quand même. Tu es un gars de nightlife, tu es un gars qui connaît bien le nightlife, le jet set du nightlife, etc. Ouais, j'aime ça sortir. Ouais. Exact. Puis un peu, en fait, les contacts qu'on a en commun, c'est pas mal de ce secteur-là. Mais c'est ça. Fait que là, la question que j'ai par rapport à ça, est-ce que là-dedans aussi, tu as trouvé comme le moyen de te monter un réseau de contacts intéressant? Ben oui. Tu sais, exemple, à un moment donné, on devient tous porteurs de l'image, de la culture puis de la marque. Tu comprends? Puis tous les gens qui sont mes relations, mes amis, toutes, plus que tout le monde en porte, plus tout le monde en a, plus ça se fait un message puis ça se répand. Fait qu'exemple, à soir, je suis au resto avec une gang de chums. C'est mes soirées, des très bonnes soirées, je sors de là, j'ai fait des ventes avec des inconnus là, qui nous ont vu rentrer, qui ont aussi, on socialise, moi je parle. Là, puis dans le même, le but aussi à un moment donné, c'est que la marque possède des ambassadeurs, puis des ambassadeurs souvent non rémunérés juste par fierté de dire hey man, regarde qu'est-ce que je porte, ou tu te fais complimenter, puis le gars il est tout fier. Moi je le connais, c'est mon chum Pascal Labelle, appelle-le, fait que oui, ça c'est. Puis ça, la mode, moi, c'est une culture, c'est un mouvement. Exact. Fait qu'à travers ça, pas qu'un vêtement, tu peux faire des cache-oreilles puis pas te faire une culture. Tu comprends-tu puis rentrer chez Walmart? C'est pas ma bise à moi. T'sais. Nous autres, on crée une culture, un mouvement, un style, une énergie. Fait que tu attribues des valeurs, un look puis un message. Fait qu'on envoie notre CV à quelle adresse? Au 460 Chabanel-Ouest. Mais malheureusement, on n'embauche pas tant que ça parce que j'ai pas 400 employés, puis c'est très... Puis c'est souvent sur rendez-vous aussi. Là. Je veux dire, quand on veut aller à la boutique, c'est sur rendez-vous. Oui, tout le temps, la boutique est barrée. Tu peux pas rentrer comme ça dans la boutique, tu sonnes, puis on va t'ouvrir. Mais c'est sur rendez-vous. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que tout ça, cet environnement-là que tu as comme appris aussi à aller boire, te tenir dans les endroits, puis avec le monde qui peuvent... Ouais. Tu sais, un qui te ressemble, parce que souvent, les produits qu'on est ou qu'on vend nous ressemblent. Il y a de nous dedans. Fait que très souvent, on va aller chercher des clients qui ont des goûts similaires ou en tout cas, on va s'entourer de monde qui
sont, disons, amoureux des mêmes choses jusqu'à un certain point. Oui. Mais tu sais, je suis chanceux, hein, je vis de ma passion. Puis il y a bien des affaires que c'est comme. On en parle comme si c'était du travail, mais moi, c'est mon lifestyle. Comme ça, je vais manger au restaurant, on va pas travailler. Mais à travers ça, il va y avoir du travail là-dedans. Ben, je m'en rends même pas compte. Là, parce que je veux pas, on va en parler. Là, puis blablabla, ça passe à l'école, puis on jase, on se compte des anecdotes, on rit. Puis, mais comme tu dis, quelqu'un dit ah, c'est cool ce que tu portes, d'où ça vient? Ah, ben écoute, c'est ma marque. Puis, c'est simple que ça. Là, tu sais, c'est ça, la marque, au début, on était des manteaux, puis c'est correct. Sauf que, tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, des manteaux l'hiver. Là, la marque, quand ça a été connue, on a commencé on a sorti des souliers sur mesure, on commence à faire des chemises de données, je commence à sortir de la saison juste de l'hiver. J'aimerais qu'au printemps puis l'été, j'ai une bonne saison aussi. On s'est mis à faire des hoodies, on s'est mis à faire ça. Mais au début, si j'aurais des conseils, des conseils à donner à des gens qui commencent là-dedans, spécialise-toi dans quelque chose, fais-toi connaître pour une chose. Après ça, utilise ton nom une fois que c'est plus connu, puis fais d'autres produits, des dérivés pour rentabiliser, pour t'occuper toutes les saisons, tu comprends, puis tout faire ça. Moi, après un certain nombre d'années, je n'étais plus capable là, d'avoir des gros pics de mon année où est-ce que j'ai pas de vie, tomber en saison morte après. C'est pas le but. À un moment donné, c'est d'équilibrer tout ça. Ouais. Puis, quand c'est ma saison jusqu'à Noël, de me faire un bel agenda où je peux encore voir mes enfants, parce que même si je fais du manteau d'hiver, puis l'été, mais d'avoir encore des rentrées d'argent, puis pas, tu sais, hey, qu'est-ce que je vais faire cet été? Oui, parce qu'on a tendance à dépenser ce qu'on a quand on l'a aussi. Là, je veux dire, c'est la race humaine, c'est un peu ça. Là. Fait que si tu as des pics, en général, ben, 12 mois, c'est surprenant jusqu'à quel point les pics peuvent être. Surtout entrepreneur. Ben oui. T'sais, parce qu'entrepreneur, ton argent, on dit tout le temps réinvestis-le en toi, c'est le meilleur investissement. T'sais. Mais, man, des investissements, je peux en faire indéfiniment aussi, puis des risques, je peux en prendre, des déplacements, des lancements de publicité, investir du temps dans un développement d'un nouveau produit, c'est des risques financiers, c'est de l'argent que tu mets. Comment? Fait que c'est. À un moment donné, c'est un juste milieu là, entre vider la cagnotte puis prendre trop de risques. Puis t'as des prêts récurrents qui, eux, même si ta saison est basse, est là. Le loyer à payer est là pareil, l'électricité est là à payer. Ouais, t'as ton soft cost qui est annuel, veux pas. T'as du staff qu'à un moment donné, tu peux pas te dire, OK, ben je vous mets tout au chômage 6 mois par année. Là, ça fait un temps, mais. Ça avec. Mais tu sais, moi, je suis un malade, je suis un ambitieux. Là, fait que moi, c'est surtout, faut me calme. Là. Pas aller 3 fois aller dans le mois. Non, je te niaise, mais ça va dire comme. Moi, je le ferais, là. Ça serait rien que d'amour, man. Je serais comme. On y était l'autre jour, on est allé voir les gars de Rammstein. On est venu à Montréal, on a trippé avec eux. Genre, ils m'ont invité 2 semaines après, viens à Los Angeles. J'ai dit, hey, man, c'est que j'y vais, mon homme prend l'avion, ouais, à Los Angeles. Tu sais, comme c'est hot, mais tu sais, comme. Aussi, il faut que je revienne travailler à un moment donné, il faut que je fasse tout ça. Fait que là, c'est d'équilibrer le tout. Oui, mais en même temps, tu t'en vas là-bas, tu peux te ramasser avec 2 autres commandes. Tu reviens ici avec 2 autres commandes. C'est comme, souvent, c'est bon, mais c'est de structurer parce que c'est facile aussi à partir dans un trip où tu fais rien que cette vie-là. Ouais. Et là, t'es plus en atelier, là, ton équipe est plus de terre, c'est mal. Oui, mais tu deviens plus le créateur de tes œuvres aussi. Hein. C'est comme, la seule façon que ça marche, c'est si tu deviens le rep seulement. Oui. Tu sais, moi, on est une petite entreprise, hein, fait comme, je peux pas. Juste pas être là. Ouais, je suis encore bien impliqué avec mes mains dans ma tête, tout. T'es un créateur. Ouais. Fait que si je suis pas là, mais ça ralentit tout. Des fois, même, ça peut arrêter tout. Fait que ça dépend. Il faut que je me garde une discipline là-dedans. Y a-tu quelque chose qui te passionnerait, que tu dirais, tiens, un domaine complètement comme out of the box, que tu dirais, ça, c'est quelque chose qu'un jour, je me verrais jouer là-dedans un petit peu? Non, je pense pas à ça, mais honnêtement, je pense que je vais crever là-dedans. Je me verrais même pas faire quelque chose d'autre. Tellement faire d'affaires là-dedans ou les paquebots. Non, je chante comme un pied, je danse pas bien, non, rien à dire. En plus, c'est genre sérieux, je me fais du fun. Fait que, tu sais, si un jour je t'allais faire des manteaux, je ferais d'autres choses. Hein. Ah, c'est cool. Il y a un de mes employés qui m'a fait rire, il me posait tout le temps 100 000 à cette question. Puis il me dit, hey, toi, tu dois aimer ça, faire des manteaux, parce que tu as tout le temps fait des manteaux. C'est le premier qui me fait réfléchir à ça, mais c'est pas que j'aime tant les manteaux, c'est parce que comme je disais tantôt, tu fais un produit niche, tu sais. Puis je pensais que je tripais tellement ces manteaux que je voulais juste faire des manteaux. Non, c'est une stratégie d'affaires. C'est le meilleur médium, en fait, pour pouvoir travailler le matériel, faire de quoi d'unique, puis qui persiste, puis qui a de la valeur perçue, tu sais. Au début, je suis d'en vivre un peu, tout ça.
Puis, mais il m'a allumé son affaire. Je me suis dit, je suis peut-être rendu à l'étape justement de m'amuser à faire d'autres choses, à développer des cotons ouatés sans tomber dans du coton ouaté à 50$, mais je veux les vendre à 2-3. Hey, l'autre va au gala de je sais pas trop quoi avec un coton ouaté Balenciaga à 800$, le monde capote. Ouais. Pourquoi on achèterait une marque européenne personne ne connaît à 800$? Je vais t'en faire, moi, 400 ici. Quand je veux dire, j'ai dit, il y a un marché pour ça. Pas le marché de masse, il y a un marché qui est mon client qui va qui est ton client qui déjà t'achète des manteaux à 2-3 000, puis que, bon, rendu un coton ouaté de la même marque, ben, il s'attend pas à le payer comme à 30$ comme moi chez va au coton. Là, non, il serait déçu, même. Fait que, alors, il va être prêt à. Tu sais, combien de fois on le voit, bon, moi, je trippe montre, je trippe lunettes, puis comme tu disais, le branding, puis tu dis, oui, mais OK, mais c'est un frame en plastique, là, je veux dire, qu'il soit stampé Gucci, tu sais, ou. Oscar de la Renta, ça ne donne pas plus de valeur. Là. Souvent, il est fait cheap malgré tout. Ça, c'est ce qui me déçoit des fois chez certaines marques. Il y a des marques qui vont dire, OK, ils ont le souci de la qualité, puis ils le vendent cher, puis j'ai pas de problème, je vais payer le gros prix. Mais que tu me vendes une cochonnerie juste parce que tu as ton nom dessus, ça, je trouve que c'est du click and bait pour justement une clientèle qui, je suis pas capable de me payer le saut, fait que je vais me payer l'accessoire. Tu parles de des marques qui sont vraiment rendues ailleurs, OK? Exemple qu'un jour, je change ma philosophie de comment est-ce que je veux rouler ma business. Je tomberais à dire, je vais passer à la banque, je vais commencer à penser à mes vieux jours, exemple. Je pourrais trouver un distributeur, commencer à faire une sous-marque, m'établir une marque moins dispendieuse avec le même nom qui est connu, puis tomber plus dans un marché de masse avec d'autres types de produits. Tu vois, puis tu mets très clairement, ça c'est du premium, Pascal Labelle, c'est 5000. Puis voici chez l'abbé Simons, la nouvelle marque qui vient de sortir, Pascal Labelle, pour un marché de masse, tu comprends? Là, ça me fait penser à Armani avec Exchange, ça me fait, tu sais, les gros noms d'autres coutures ont pratiquement tout fait ça, rendu un moment donné dans l'industrie, parce qu'ils ont besoin de milliards de dollars, tu sais, mais moi, on parle pas de ça encore, je te dis pas que ce serait pas un objectif à long terme pour me garantir une retraite incroyable, tranquillement, tu sais. Non, mais tu sais, Philippe Dubuc, il a fait un partenariat avec Simons. Fait que, tu sais, donc, il y avait, je me souviens plus, là, c'était quoi le label, là, tu sais, mais c'est ça, c'était du Dubuc. Pour Simons, tu savais que, tu sais, avais quand même quelque chose d'un stylé avec une qualité de tissu quand même intéressante, mais c'était pas ce que tu achetais au deuxième étage du même Simons, tu sais, dans la section designer, tu sais, mais ça permettait de faire connaître la marque, tu sais. Puis des fois, c'est super bon pour la marque aussi. Puis aussi, on se comprend que c'est sûr que c'est pas produit de la même façon dans les mêmes pays. Non, c'est ça. La sous-marque va être, ils diront pas, mais c'est un produit fait au Vietnam, tagué Gucci. Je veux dire, whatever. Tu sais, comme les lunettes, là, Gucci, c'est pas un truc. Ils font pas une lunette à la main. Là, c'est pas ils prennent des marques de lunettes, t'as le Gucci dessus, mais un sac, c'est eux qui le font. Mettons, c'est leur savoir-faire encore en Europe. Je veux pas dire des marques parce que je connais pas tous les ateliers sont faits tout comment, mais on parle. C'est comme si moi, mon manteau est fait à Montréal, puis tantôt, je suis rendu avec plein de sous-marques, puis ça. Ça me surprendrait que Pascal Labelle commence à mouler des lunettes. Tu commences, je veux dire, je finirais plus, là, je commencerais à faire la semelle du soulier. Tu peux maîtriser ton process, par exemple, parce que, tu sais, on va revenir dans les montres, comme exemple. Une marque trop connue à ce point-ci, mais Rolex, par exemple, qui ont la capacité de faire à peu près 1,2 million de montres par année, tout modèle confondu. Je pense que ça a augmenté à 2 millions cette année là, parce qu'ils se sont rééquipés. Ils ont créé un processus qu'ils ont répliqué, mais tous les montres sont montées à la main. Ouais. C'est juste pas une personne qui les monte. Il y a une rangée de personnes en Suisse, dans les ateliers, qui montent chacune des montres à la main. Mais ils ont comme patenté le process de création de leur montre. Tu sais, ça peut être ça aussi. Si tu vas être dans le milieu de gamme, parce que très souvent, ce que moi j'ai constaté dans la mode, il y a deux raisons pourquoi quelqu'un s'en ramasse de ces grosses surpasses. Dans le cas de Dubuc ou dans le cas de Milson Epton, ils sont rentrés parce que à l'ouverture de ces... Donc, Milson Epton, c'était Target. Dubuc, c'était Simons. Simons rentrait dans le marché puis il voulait avoir de la publicité en encourageant un artiste local. Fait que ça, c'est version 1. Mais ça, c'est des contrats pour une certaine collection pour un certain temps. La deuxième façon, c'est quand tu me parlais d'Armani, c'est quand ils se font acheter. Fait que quand Armani, Gucci, toutes ces marques-là deviennent sur le marché de la haute production, c'est souvent quand ils ont été achetés par
une Un plus gros grosse groupe, un industrie, conglomérat. un groupe, Ils un sont conglomérat. affiliés à... ouais. Exactement. Fait qu'ils gardent leur atelier pour le très, très haut de gamme. Puis tout le reste, c'est plus eux qui C'est dirigent sous-traité. Que ça. les acheteurs achètent le Exactement. nom, en fait, pour avoir un potentiel de croissance. Là. Tu sais, Exactement. là, on parle de vraiment deux gros... tu sais, exemple, Deux on gros parle de noms, Philippe Simons. C'est une histoire, on parle du Québec. Toi, tu parles Exact. d'Armani, on parle d'un marché mondial. On parle de milliards de dollars avec Exact. Al-Azhara. Tu sais comment je veux dire? Ça, c'est des gens que... C'est un autre type de game. Puis, tu sais, aussi, des fois, tu peux t'associer avec un distributeur qui, lui... C'est lui qui a tous les trains de l'IF fait. Là, quand je veux dire, puis il est comme moi, j'ai les warehouses, moi, j'ai les trucks, j'ai les shipping, j'ai les façons de vendre, distribuer. Je connais toutes les boutiques en Amérique du Nord. Je veux la licence, puis je veux tant de pourcents. Quand je veux dire, Ouais. ça peut être un genre, éventuellement, un move à faire, puis tu lègues une partie de ta rentabilité puis de ton nom, mais tu t'assures des méga volumes puis des millions de dollars. Là. Exact. Fait que, mais ça, tu tombes dans un. Ça, c'est comme. Mais moi, C'est la je suis un retraite. artiste. Là, on parle de moi, je suis encore le malade qui met encore ses mains dans le manteau. Ouais, c'est Comment ça. je veux dire? Fait que, on est. Mais moi, je tous des pense que modèles toi, tu d'affaires serais. différents. Je pense que, tu sais, ce que je sais de toi et de tes créations, je pense que tu serais plus du type à éventuellement maîtriser le process pour déléguer une partie du process, peut-être pas au niveau créatif, Ouais. mais je te vois pas. donner Carrément les m'en clés du foutre brand, comme, non, puis je te vois pas j'aurais faire ça. bien la misère à le faire. Ouais. D'ailleurs, Tu critiquerais le monde qui se prenait avec ton brand. non, mais tu sais, ça a été un de mes problèmes au début. Vu que je suis le gars qui faisait tout seul, d'apprendre à déléguer, man. Comme, hey, confiance, là, gros. Tu sais, arrête d'être au-dessus de son épaule, là. Tu sais, tu caches. Eh oui, Puis c'est là, par difficile, contre, ça. s'entourer de bonnes personnes. Puis là, je suis moins rochant. C'est quand je dis, mais, hey, man, au début, j'avais de la misère à être avec deux personnes tellement que j'étais tout le temps comme. Ah, mais ça, c'est la problématique de tout entrepreneur, tu sais, parce Ouais. que c'est toujours ton bébé. Ouais. Ah, Puis là, puis d'être capable d'accepter que la personne ne le fera peut-être pas exactement comme toi, Si bien. puis c'est correct, ouais, tu sais, ouais. mais que peut-être que sa méthode, ben, elle arrive à une finalité qui est similaire, puis tu sais, je dis, c'est pas de dire, OK, je dilue mon brand ou je dilue Ouais. ma qualité. Non, non, mais c'est juste parce qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un résultat, puis à un moment donné, c'est comme, ben, de laisser des fois un peu plus de lousse, puis dire, bon, ben, OK, au final, le produit, il est bon, il répond à mes standards, bon, ben, c'est correct, tu sais, je vais la laisser faire comme elle veut, puis, Ouais. mais Puis, c'est dur de laisser aller ce bout-là, souvent. Ouais, là, puis ça, moi, j'ai souvent des mentors. J'aime bien parler avec des gens, là, puis des gens plus vieux qui ont des savoirs. Tu sais, je trouve que tu apprends beaucoup à travers les expériences des gens si tu apprends à les écouter. Exact. Puis, j'ai eu bien des gens qui ont passé dans ma vie, qui m'ont conseillé. Puis, non, il m'a dit, écoute, la clé du succès, c'est de t'entourer des gens meilleurs que toi. Exemple, une madame de 65 ans qui coud du cul depuis 40 ans, Pascal, toute la journée en plus, elle va coudre. Toi, tu fais patron, taille, coup. Impossible qu'elle devienne pas meilleure que toi, juste coudre. Elle fait rien que ça, coudre. Tu vois, je veux dire, fait que là, ça m'allume une cloche en disant, c'est vrai, si je cherche bien, si, admettons, tu restes avec des employés qui sont trop multitask, ça, on retombe à la problématique de ce que je suis. Ce qui veut dire, il faut que tu sois bon dans tout. Là, tu commences à checker tout le monde. Mais si, admettons, tu pognes un employé qu'elle, c'est rien que coude. Mais clairement, avec le temps de confection qu'elle va avoir dans le corps, elle va prendre la vitesse plus vite que toi, puis maintenant, elle va coudre plus droite. Mais il te faut du volume pour arriver là. T'sais. Il te faut un volume pour dire je suis capable de déléguer 10 ou 15% de ma job pour quelqu'un à temps plein. T'sais. Dans le sens que ce step-là, il n'est pas facile à aller chercher. Puis souvent, n'importe quel entrepreneur en croissance. Je pense que ce qui est encore plus tough dans le domaine artistique, c'est que tu veux pas déléguer, parce que c'est Pascal Labelle qui fait la création, tu veux pas déléguer ça, ou si tu délègues une partie de ça, ça doit être vraiment tough. Ça aussi, j'ai ma philosophie a changé, mais aujourd'hui, faut que je me dise, plus que j'engage, plus je suis censé être rentable. Fait que, au début, quand tu commences, tu as peur. À un moment donné, c'est l'inverse. Tu fais comme, non. Puis là, OK, si je peux d'alimenter tous ces gens-là, j'ai un problème, puis c'est pas les gens. C'est ça à vente. J'augmente ça à vente. Fait qu'il faut que j'engage ça à vente. Moi, je suis un visionnaire, je grossis de même dans ma tête. Quand je veux dire, fait que je suis pas après donner quand c'est mort. Non, c'est comme comment augmenter quand c'est mort. Comme tac, de même. T'sais. Puis à chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille, je me soucie pas. Ça paye. Non, si ça, c'est que mes chiffres sont pas bons. Si le gars est cool, je me dis qu'il est après à me faire de l'argent. Là, quand tu construis de même, tu te soulages un peu avec tes inquiétudes. Puis, mais oui, il y a des journées que tu perds avec un employé en rentabilité, mais
en moyenne, tu es censé être rentable annuellement. Là. Quand je parle pas de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est une autre chose. Gérer une entreprise, il y a des départements où, exemple, le marketing, ça n'a plus de fin, si tu veux. Tu pourrais prendre la totalité de la rentabilité des ventes et l'investir dans un coût de marketing. Fait que là, moi, je parle un employé, sa tâche à faire. C'est comment je veux dire? Fait que, il y a le process aussi qu'on oublie, c'est quand tu rentres un employé, les gens, souvent les entrepreneurs, une des raisons qu'on a de la difficulté à déléguer, c'est qu'on oublie que nous, on est rendu où est-ce qu'on est rendu parce qu'on a bâti à zéro ce qu'on a bâti. Puis on a eu tout un processus, un learning dans ça. Puis on s'attend que l'employé rentre là puis qu'il comprenne en 5 jours ce que nous, ça nous a pris fucking 10 ans à comprendre. Il y a ça aussi. Des fois, comme tu dis, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis là, c'est quand tu prends quelqu'un qui est spécialisé dans une tâche, mais ça te permet justement à ne pas lui donner la responsabilité de réapprendre tout ce que toi, tu as appris en très peu de temps, puis être efficient, tu sais. Tu sais, ça aussi, man, quand tu rentres une nouvelle personne dans l'équipe, tu sais, il faut que tu lui donnes, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'au début, c'est un investissement que tu fais en lui, en espérant, ou en elle, en espérant que cette personne-là va rester, ou qu'elle va être bonne et efficace. Fait que ça aussi, c'est des affaires que quand tu es dans une micro-entreprise, tu t'arranges que les gens sont satisfaits, qu'ils sont bien, leur qualité de vie. Comment je veux dire, tu es plus humain, puis parce que toi, tu as investi en eux pour leur qui s'habituent, puis qui deviennent plus rapides, puis tout ça, ce qui connaissent l'atelier. Mais tu sais, ça, c'est des guests aussi. Il y en a qui vont prendre, puis ils s'en vont. Ça va arriver toute ma vie. C'est aussi notre responsabilité en tant qu'entrepreneur à un moment donné aussi de l'empathie, c'est beau. Mais à un moment donné, même si c'est une bonne personne, puis elle est bien fine, puis qu'on veut l'aider, on est une entreprise. À la fin de la journée, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre. La peur de se faire copier. C'est comme, si tu t'arrêtes à tes peurs dans la vie, là, ça arrête de créer. Là. Quand je dis faire copier, tu vas te faire copier. De donner une formation à quelqu'un en pensant qu'elle va prendre ton savoir, puis elle ne pensera jamais de s'en aller un jour. Si tu as peur de ça, va pas entrepreneur, c'est sûr que ça va t'arriver. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est pas de nourrir ses peurs, mais c'est d'y aller puis de faire comme ça. C'est normal, c'est un process. Je dois l'accepter, puis c'est ça la réalité. Là. Mais je me rappelle pas c'est qui, là, mais il y a un créateur super connu qui avait dit le jour où je me suis fait copier, j'avais compris que j'avais réussi. C'est quand le monde commence à te copier, c'est que t'as réussi. Ça devait pas être Gucci qui faisait ses propres copies. Ça serait un peu flatter l'ego. Tu sais, aussi, l'autre chose, c'est que souvent, en mode, quand t'es prêt de faire copier, c'est que ton produit est fait. Ouais. Quand ton produit est fait, tu es déjà prêt à faire l'autre produit. Tu sais, juste après me copier le passé. Là. C'est ça. C'est un autre argument qui revient souvent aussi, là, tu sais, quand est-ce que je peux me permettre d'engager, puis la peur que mes nouveaux employés partir leur propre business. Je dis oui, mais ils vont avoir un élément parmi les 4, 5, 6 éléments qui font ton brand puis qui font ton renommée. Ouais. Quand même, qui partiraient avec la base de données, ils n'ont pas ton savoir-faire. Quand même, qui partiraient avec le design, ils n'ont pas, tu sais, il n'y a pas tout le reste. Fait que oui, ça va arriver. Puis à un moment donné, c'est comme, mais c'est ça. Comme tu dis, si les gens se sentent appréciés puis mis en valeur, ils n'auront pas l'intention de partir ailleurs. Ils vont donner leur 200%. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est une roue qui s'alimente. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ta business va grossir et que les gens vont rester à l'interne. Puis, tu sais. Oui, puis tu sais, de penser que quelqu'un qui sort d'école, exemple, n'a pas le rêve de le faire, ça, t'es pas honnête. Mais par contre, quand cette personne-là rentre dans le concept de c'est quoi l'entreprise, elle fait tabarouette. J'ai une machine à coudre une table, mais là, je connais pas le rapper, moi je sais pas de ça. Là, tu te rends compte l'ampleur de c'est quoi une marque. Là. Ouais. C'est pas que faire un manteau, le vendre, c'est comme, man, puis tout gérer ça, là, puis tenir ça en rotation constante, parce que si t'arrêtes la chaîne, ça va débarquer partout ailleurs là, très rapidement. Là, si ta saison de vente est nulle, ta saison de prod ne suivra pas. Tu comprends-tu? Fait que là, tu sais, la roue débarque. Puis c'est déjà arrivé dans ma carrière où est-ce qu'on a eu des moments où est-ce que j'ai appris mes erreurs. Il y a des moments qui sont vraiment durs. Puis tu sais, faut que tu ailles les moyens puis le courage de tes convictions. Parce que tu sais, moi j'ai eu des employés qui ont fait ça exactement. Ils n'étaient pas d'accord à la personne que je gérais une de mes entreprises, puis ils ont dit on va faire la même affaire. Tu sais, après un an, malheureusement, ils sont revenus cogner à la porte parce qu'ils ont réalisé tout le poids qu'il y avait de soutenir un tu sais, des fois, on est obligé de prendre des décisions que les employés ne comprennent pas, malheureusement. C'est sûr que quand
plus l'entreprise est petite, plus tu peux garder tes employés conscients de cette évolution-là. Mais après un certain stade, il y a une déconnexion qui se fait, puis là, ils sont moins conscients de ce qui se passe dans les autres départements, dans les autres choses. Ouais. Puis tu sais, en même temps, si on va aller voir quelque part ou essayer de quoi dans la vie, moi, je vais tout le temps dire comme à mes enfants, va au bout de tes rêves. Là, tu vois, je veux dire. Fait que c'est comme, c'était pas... ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Quand tu penses que de retenir les gens, ça va les rendre, ils vont rester dans le champ. Prends soin des gens qui t'aiment, puis ils vont rester par amour, puis par propre volonté. Ça, c'est des vrais qui restent alentour de toi. Fait que c'est un peu pareil comme dans tes relations, puis en amour, puis dans ton travail. Puis, tu sais, toi, tu t'arranges que ce soit le fun. Tu t'arranges que, tu sais, qu'il y a une belle qualité de vie qui se dit, oh man, j'irai ailleurs, j'aurais-tu une plus belle job qu'ici? Je serais-tu plus gâté? J'aurais-tu, tu sais, que tu comment je veux dire? Puis, c'est des facteurs à un moment donné que, tu sais, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que ça. Puis, tu ferais, tu vas ailleurs, mais tu pensais que c'était un gros nom, tu arrives là-bas, tu coupes toute la journée, le même patron, toute la journée, il m'a dit de quoi tu t'ennuies de la job, ou est-ce qu'une journée tu coupais du serpent, l'autre journée du croc, après ça, tu sais, c'est ça. Là. Puis aussi avoir le sentiment de faire partie de tout ça, puis d'avoir une fierté. Ouais. Tu sais, de dire, ah oui, comme tu dis, coupe le patron, puis tu regardes à la fin, du processus, tu n'as pas l'impression que tu as vraiment contribué à ça. Ouais. Tandis que des fois, si la personne... Moi, je dis toujours, puis je le répète souvent, là, j'en suis fatigant, je dis toujours qu'il n'y a pas de patron, il y a pas de patron dans une business. Tout le monde est employé. Tout le monde travaille pour le brand. Ouais. À la fin de la journée, là, tout le monde a le même objectif, c'est que le brand fonctionne. Puis si les patrons avaient cette philosophie-là avec leurs employés, de dire, hey, on est tous à la même place, là. On essaye tous d'amener ça ailleurs. Puis si chaque élément est là, ça va fonctionner. S'il manque un élément, ça ne fonctionnera pas. Puis ils sentent cette appartenance-là, tu sais. Ben raide, tu sais, puis moi, je le fais souvent dans valoriser les gens, ce qu'ils amènent, puis leur faire comprendre que, écoute, sans toi, on n'aurait pas le même rendement, on n'aurait pas le même... On est une famille, puis on se tient, je veux dire, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas personne qui est indispensable, mais il n'y a pas personne qui sert à rien ici. Tout le monde, c'est la même famille, puis on mange tout ensemble à la fin. Puis sans toi, mais peut-être j'ai plus de pain non plus. Puis, tu sais, sans lui aussi. Puis sans son savoir, puis sans sa volonté, mais on serait tout peut-être rendu en Noël. Fait que c'est toutes des affaires que... Fait que quand on est une petite entreprise, on se parle dans même, on se motive. Gars, le party de Noël cette année, ça a bien été, guys, non. Tu sais, tu comprends? Puis moi, je parle beaucoup de même. Moi, c'est une famille. Là, fait que... Je pense aussi que, tu sais, quand on parle de, tu sais, moi, je suis dans le domaine du développement logiciel, tu sais, il y a beaucoup de monde qui aurait la chance de partir à leur compte ou peut-être blablabla. Mais à la fin, c'est toujours pourquoi la personne le ferait. Pas juste être heureux, pas heureux dans sa job, mais qu'est-ce que la personne, mettons, toi, c'est un artiste qui part puis qui a le goût de partir son propre brand, qu'est-ce qui l'attire là-dedans? C'est rarement la prise de risque, c'est rarement l'acquisition client, c'est rarement tu sais, tout ça. Fait que, c'est-tu l'aspect créatif? Comment tu peux l'aider, lui, à trouver l'aspect créatif et à le rendre heureux dans sa job? C'est-tu l'aspect prise de décision, un sentiment de contrôle qu'il va avoir? Très Est-ce bien. que c'est... Puis t'es capable d'aller voir, ben, ça se fait pas toujours à grande échelle, mais moi, j'ai une petite équipe, fait que c'est le fun de pouvoir regarder avec les gens, c'est quoi ton ambition à long terme, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Puis tu es capable de les nourrir dans ce sens-là aussi. Tu mets en valeur avec ses forces. C'est ça. Puis tu ne fais pas faire ce qui est ses faiblesses. Puis il comprend qu'après, entrepreneur, là, tu n'as plus le choix. Il faut que tu te tapes tout. Puis l'autre aussi, des fois, je leur fais comprendre que moi, le soir, je dors pas. Je pense à demain. Toi, tu vas finir à 5 heures. C'est ça. Fait que, tu sais, genre, prends-les comme tu veux. Là. C'est peut-être moi qui ai payé un job ici dans la gang. Là. Tu sais comment je dis, mais c'est ma vie. Là. Il y a une propagande en ce moment à la facilité de l'entrepreneur. Là. Il y a beaucoup de désinformation par rapport à comment... Tu sais, souvent, c'est la facilité. C'est de dire, ah ben, je vais me partir, puis ça va être moi qui vais faire l'argent, puis ça va être... Je vais chercher le contrat, puis s'il est capable, je suis capable. Puis, tu sais, il y a ça aussi. Là, tu sais, malheureusement, là, quand tu regardes sur le web, les réseaux sociaux, il y a comme une version irréaliste de ce que c'est être un entrepreneur, un peu, de pousser la facilité. Tu l'apprends à dire au Québec, on va dire de quoi. Ouais, solide, oui. Fait que, ben, regarde. Puis en plus, on est aidé. Fait que, tu sais, on est quand même dans un endroit où est-ce qu'il y a des... tu sais, on peut aller chercher de l'aide, il y a la BDC, il y a plein de choses. Ouais. Il y en a qui l'ont plus tough ailleurs, là, on s'entend là-dessus. Là. Oui, clairement, mais tu sais, c'est être entrepreneur. Tu sais, exemple, combien de gens en construction, ils vont être, je ferais bien plus d'argent, je serais le boss. Et même dans la construction, tu as les assurances dans les sites à pension. Là, tu tombes à ton compte 2 ans, tu sais, man, les tocs, il faut que j'achète tout
ça, tu sais, c'est des chiffres, puis tu peux pas visualiser, puis aller chercher le contrat, te faire payer, c'est tout toi qui prends le risque. Ça a toujours de l'air, ben c'est ça, en tant qu'employé, tu regardes ça rouler, tu te dis, ça va être facile. C'est moi qui travaille, puis lui, il fait le cash. C'est ça, c'est tout moi qui fait l'argent, puis c'est tout moi qui fait l'ouvrage. Ouais, c'est ça, mais quand tu vois le behind the scene, puis que là, tu comprends tout ce qu'il y a derrière, puis les risques financiers aussi, là, tous les trucks qu'il faut que tu supportes, là. Puis le restaurateur, tu sais, personne qui l'a prévu que la pandémie arrivait, là, tu sais. Le COVID, ils ont capoté, tu sais. La COVID, juste la panne d'électricité, là, tu sais, 2 jours avant le congé de Pâques, tu sais. Non, le capoté, c'est que t'as plein de monde qui ont perdu des milliers de dollars juste comme en fin de semaine, là. Personne qui pouvait savoir qu'il y aurait une tempête, là, tu sais. Tu sais, c'est pour ça que moi, à un moment donné, je considère ça. Moi, je suis chanceux, là. Je suis en amour avec ma vie, même. Je suis en amour avec mon métier. Fait que je considère même pas que je travaille. Je fais juste vivre une vie de rêve, mais... Mais tu penses pas que c'est pour ça que tu vis une vie de rêve? Ouais, sûrement. Tu sais, ça va ensemble, là, tu sais. Moi, je sais que le jour où j'ai arrêté d'essayer de le faire pour le succès, c'est le jour où j'ai commencé à vraiment avoir du fun à le faire. Ouais, puis quand t'as du fun à le faire, t'as du succès. C'est ça. Parce que t'es passionné, t'es sur ton X, tu fais ce que t'aimes. T'as plus l'impression de travailler. Ouais. T'sais, même s'il y a des semaines que tu dois travailler en 60-80 heures, tu tripes à faire ce que tu fais. Fait que c'est pas. C'est ça. Tu veux pas maner, tu veux avoir un certain équilibre, tu fais pas ça toutes les semaines, mais tu sais, maner, tu dis. Tout le monde dit comment est-ce que tu décroches? Mais je fais ce que j'aime, mais tu sais, j'ai pas envie de décrocher. Là, j'ai pas l'impression qu'il faut que je prenne 3 semaines de vacances pour m'en remettre. Là, tu sais, c'est la chance d'être passionné dans son art. Moi, je dis tout le temps ça à mes enfants. L'important, c'est fais ce que t'aimes dans la vie, man. Ça va être la clé de la base parce qu'après, la première affaire après dans le succès, c'est investir du temps et de l'amour et de l'énergie dans ce que tu fais. Fait que commençons par choisir de quoi que t'aimes. Parce que ça va être pas mal plus facile la suite. Mais si t'embarques dans de quoi qui t'écoeure à faire, tu pars mal parce que t'as bien des heures à mettre là-dedans. Là, si tu veux du succès. Mais tu sais, moi j'ai entendu un mot-clé super important dans toutes nos conversations depuis tout à l'heure, où est-ce que je pense qu'il y a aussi une leçon que moi j'aurais dû apprendre bien avant, c'est aussi que tu acceptes à te discipliner à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ouais. Puis ça c'est la partie où est-ce que le monde décroche rapidement. Ouais. Ou qu'ils maintiennent le cap un certain temps puis ils relâchent. Là, c'est là qu'il y a des hauts et des bas dans l'entreprise. Comme aller au gym après le jour de l'an. Au mois de mars, t'as oublié que t'allais au gym. Ouais, t'avais un abonnement, t'en prends un autre. Ouais, c'est ça. C'est un affaire. Fait que c'est. Non, mais c'est ça. Sinon, des affaires aussi, quand tu fais ça, t'apprends que si t'es vraiment inconfortable sur certaines choses, mais ça, c'est peut-être une des choses à combler avec un employé plus rapidement. Ou à déléguer, c'est ça, c'est de t'entourer. Moi, je sais bien que tout ce qui est comptabilité puis tout ce qui est cartésien, je déteste ça pour mourir. Au lieu d'essayer de devenir bon là-dedans ou de m'y intéresser, là, bon, ben regarde, engage une adjointe. Puis là, tout ce qu'elle a à faire, là, c'est que j'y envoie mes affaires scannées. Puis toute la malle s'en va directement chez eux maintenant. J'ai une boîte postale, puis tout ce qui est business s'en va là parce que même les recevoir, je les ouvrais pas pour après ça y envoyer. Fait que là, ils disaient, hey, comme, c'est où ça? Dans la pile de lettres non ouvertes, là, Fait que mets un process qui fait en sorte que si t'aimes pas ça, ben c'est plutôt qui t'en occupe. Puis ça va de soi, comme le menton me disait, pour toi, de gens meilleurs que toi. Dans ce qu'ils font. Elle aime faire ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça la clé du succès, man. Ce qui t'entoure, les gens qui t'entourent, puis structure-toi, ils aiment ce que tu fais, puis donne-y go, puis investis, puis mets du temps. Exactement. Hein? C'est une belle, Non, c'est exactement ça. Tu te donnes, tu te disciplines, puis tu lâches pas le train, puis tu t'éparpilles pas. Parce que ça, c'est un des secrets de ton succès, c'est aussi ça. Tu t'es pas éparpillé sur 40 000 projets à la fois. Ouais, ça y est, 40 000. Là. Mais ouais, je me suis focusé sur un produit, puis j'ai appris à le contrôler, le marché, le savoir-faire, le rentabiliser. Puis t'apprends encore, right? Je vais apprendre tout le temps parce que l'air, elle évolue tellement vite que ces affaires-là bougent bien vite. Exact. Écoute, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment cool. Pour le vrai, j'ai vraiment aimé ça avec vous autres. Ah ben nous aussi, on a vraiment apprécié t'avoir avec nous autres. On leur fera avec plaisir. Oui, certain. Tu viendras nous présenter une couple de tes créations une bonne fois. Correct. Cool. Merci. Salut. Merci tout le monde. Prochain épisode. Salut. À bientôt.